Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage tout spécialement pensé pour ceux d'entre vous qui entament leur première année de médecine. Aujourd'hui, on va explorer un aspect fondamental, mais franchement souvent ignoré, de la médecine moderne. Parce que oui, la santé, c'est plus juste une affaire d'anatomie ou de biologie pure. En fait, ce sont les mathématiques appliquées qui sont le véritable moteur invisible derrière tout ça. C'est ce qui structure la rigueur d'un diagnostic, optimise les thérapies et au final garantit la sécurité absolue des patients. Alors voyons tout de suite comment de simples équations sauvent concrètement des vies tous les jours. Bon, on va commencer par jeter un pavé dans la mare. La médecine, est-ce que c'est vraiment une science exacte? Pendant des siècles, on aurait tous répondu par un non catégorique. Historiquement, c'était surtout une science descriptive, on se basait sur l'observation clinique, on testait des trucs. Mais, soyons honnêtes, l'ère de la biologie purement observationnelle s'est bel et bien terminée. Face à la complexité complètement dingue du corps humain, observer ne suffit plus pour guérir de façon fiable. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au programme de ce décryptage, 1. Le vivant en équation. 2. On va voir comment calculer la dose parfaite. 3. Vaincre l'antibiorésistance. 4. Valider de nouveaux traitements. 5. Les jumeaux numériques et l'IA. Et on finira par notre 6e point, l'avenir de la médecine. On attaque donc la première partie, le vivant en équation. Et c'est littéralement un changement de paradigme total. Ce qui nous amène directement à notre 2e point, calculer la dose parfaite, ou comment passer du laboratoire directement au patient. Franchement, l'empirisme, cette bonne vieille méthode des essais-erreurs, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on fait face à une explosion des données de santé et on ne peut plus se permettre d'y aller à tâtons quand la vie de quelqu'un est en jeu. C'est là que la modélisation mathématique entre en scène pour apporter une précision vitale. C'est pas juste de la théorie. Entre le labo et le lit du malade, trouver le bon dosage, c'est une question de survie. Tout le but, c'est de s'assurer que la concentration d'un médicament reste sagement dans ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique efficace. C'est-à-dire qu'il faut en donner assez pour que ça marche, mais surtout pas trop pour ne pas franchir les seuils de toxicité. Et pour faire ça, on utilise la pharmacocinétique compartimentale. Alors oui, c'est un grand mot. Ça implique des équations différentielles assez complexes. Mais en fait, imaginez simplement le corps humain comme un réseau de réservoirs d'eau reliés par des tuyaux. Quand on administre un traitement, via une perfusion par exemple, eh bien ces réservoirs se remplissent et se vident, chacun à leur propre rythme. Ce modèle mathématique qui nous permet d'anticiper de manière super précise comment le médicament va voyager dans les organes et quand il sera éliminé. Fini l'intuition, c'est du calcul pur et dur. On passe à la 3e partie, vaincre l'antibiorésistance. C'est là qu'interviennent les mathématiques évolutives. On le sait tous, l'antibiorésistance est un défi mondial massif. Et pour le comprendre, il faut voir le parcours d'une bactérie comme une sorte de course d'obstacles évolutive, dictée par des dynamiques stochastiques, enfin, pour faire simple, par une certaine part de hasard. Étape 1. Paf, une mutation génétique apparaît. Ça demande de l'énergie à la bactérie, c'est ce qu'on appelle le coût biologique. Étape 2, l'environnement fait le tri, souvent à cause de l'antibiotique lui-même, qui tue les plus faibles. Et étape 3, le pathogène s'adapte, il devient super résistant. Eh bien, pour comprendre ces 3 étapes à l'échelle d'une population entière de bactéries, on est obligé de traduire tout ça sous forme d'équations. Et ces équations, elles pointent du doigt un truc crucial, la fenêtre de sélection des mutantes. C'est vraiment la zone de tous les dangers. C'est le niveau précis de concentration d'antibiotiques où les bactéries résistantes s'éclatent et se multiplient le plus vite. Et c'est exactement pour esquiver cette zone que les médecins combinent les traitements ou alternent les molécules. Le but du jeu, c'est de manipuler mathématiquement la dose pour ne jamais laisser le traitement s'éterniser dans cette fenêtre critique. Bref, on utilise les maths pour être plus malin que l'évolution. 4e point de notre décryptage, valider de nouveaux traitements. Et le rôle absolument crucial des statistiques. Parce que comment on fait pour passer d'un signal physique brut dans un laboratoire, disons une mesure de lumière, à un diagnostic biologique vital? On utilise un truc qui s'appelle l'équation logistique 4PL. C'est un modèle qui trace une magnifique courbe en S, parfaite pour simuler la biologie parce qu'elle prend en compte les effets de saturation naturelle. En gros, en immunologie, c'est cette équation très précise qui nous permet de calculer le nombre exact d'anticorps dans le sang d'un patient. C'est la garantie de ne jamais, au grand jamais, se tromper sur son diagnostic. Mais attendez, comment on peut être absolument certain qu'un traitement fonctionne? Comment on prouve qu'un nouveau médoc fait vraiment mieux qu'un simple bout de sucre? Eh bien, en médecine moderne, il n'y a pas de place pour le hasard ou les impressions. Le juge de paix, le seul qui peut garantir la sécurité d'un traitement, ce sont les statistiques. Et c'est là que la construction des essais cliniques devient passionnante. Tout démarre avec la planification. On calcule précisément la taille de l'échantillon pour s'assurer que les résultats auront du sens. Ensuite, on valide la sensibilité des tests avec des courbes ROC.
Et le plus puissant, c'est l'analyse multivariée. Avec des modèles, comme le modèle de Cox par exemple, on arrive à isoler l'effet réel du traitement en gommant tous les bruits de fond, comme l'âge du patient ou ses autres maladies. Ça permet d'extraire une vérité scientifique pure et dure à partir d'une situation humaine super complexe. Allez, on accélère. 5e partie, jumeaux numériques et IA. Bienvenue dans le futur de la santé. Là, on touche à un domaine incroyable. Le jumeau numérique, c'est vraiment comme un simulateur de vol, mais pour un chirurgien. Imaginez un peu, grâce à l'imagerie 3D et à la mécanique des fluides, un cardiologue peut créer une réplique virtuelle du cœur de son patient. Il peut tester la pose d'un stand de manière totalement virtuelle, voir comment le sang va réagir et anticiper le moindre problème avant même d'avoir touché le vrai patient. Les maths appliquées rendent ça possible, et c'est révolutionnaire pour la sécurité médicale. Ce tableau, il résume tout. On est en train de passer d'une médecine traditionnelle, où on avait un peu la même approche pour tout le monde de manière réactive, à une vraie médecine de précision. Une médecine hyper personnalisée et surtout prédictive. Et ça, c'est grâce à l'IA et au deep learning. Aujourd'hui, on a des réseaux de neurones qui scannent des masses de données génomiques gigantesques ou qui repèrent des microtumeurs sur une IRM bien avant que l'œil du meilleur radiologue du monde ne puisse voir quoi que ce soit. Ce qui nous conduit à notre 6e et dernière partie, l'avenir de la médecine et cette fameuse interface biomat. Parce que tout ça, ça pose un défi majeur, la variabilité entre les individus. Chaque patient est différent. Et le grand débat aujourd'hui, c'est la confrontation entre les IA boîte noire, qui sont surpuissantes mais impossibles à décrypter, et les modèles mécanistes plus traditionnels et explicables. Le truc, c'est qu'en médecine, comprendre pourquoi une machine vous dit de donner tel traitement, ce n'est pas juste un caprice d'informaticien. C'est une obligation absolue, tant sur le plan éthique que légal, pour assurer la sécurité de la personne en face. Pour conclure, je vous laisse sur cette réflexion. L'avenir de la médecine sera mathématique ou ne sera pas. C'est un sacré défi pour la future génération de soignants. Il va falloir briser ce vieux mur culturel entre les chiffres et la clinique. Parce que maîtriser les outils médicaux de demain, c'est d'abord comprendre les fondations statistiques qui les font tourner. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans la matrice mathématique qui se cache derrière chaque vie sauvée ? J'espère en tout cas que ce décryptage vous aura donné envie de creuser le sujet. À la prochaine.